J'ai parlé à un ami qui m'a fait indirectement découvrir le métier de CGP que je ne connaissais pas. Je me suis intéressé à ce métier qui regroupait pas mal de choses qui me correspondaient. J'avais monté ma boîte mais j'avais pas de clients. Je me posais même pas la question. Mon premier exercice c'était pratiquement sur 24 mois et j'avais fait 22 000 euros de chiffre d'affaires. Donc pour te dire que c'était pas une situation qui était fabuleuse, on est parti de très très loin et puis petit à petit on a fait quelques dizaines de milliers d'euros de chiffres. Nous remercions les partenaires pour cet épisode, Madines, le média de référence sur l'économie de demain, et BNP Paribas Asset Management, leader mondial de la gestion d'actifs. Engagé en faveur d'investissements responsables, BNP Paribas Asset Management offre une gamme variée d'ETF, accessibles sur Shares et Shares Pro, pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers et conseillers en gestion de patrimoine. Bonjour à tous, je suis Benjamin Chemla, le fondateur et président de Shares. Alors bienvenue pour un nouvel épisode de Cash Cash, un podcast où on reçoit des entrepreneurs du monde de l'épargne, de l'investissement, de la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on va recevoir un vrai entrepreneur, quelqu'un qui a un parcours qui va vous inspirer, j'en ai aucun doute. Il s'agit de Charles Ordinana, qui est le fondateur de Tilde et Associés. Charles, bonjour. Bonjour Benjamin. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? T'as fait bonne route ? J'ai fait bon train, c'était parfait. Tu viens de Avignon ? Exactement. Ouais. Tu habites là-bas depuis combien de temps ? J'habite là-bas depuis la fin de mes études à Paris. Ça fait un petit moment maintenant. Ça doit faire une vingtaine d'années avec un petit passage à Lyon pour compléter mon cursus. Mais ça fait une vingtaine d'années, oui. Ah, moi, j'aime beaucoup Avignon. C'est vrai que depuis qu'il y a le TGV, c'est hyper pratique. On peut y aller le week-end, revenir. C'est pratique, c'est sympa. Ça change tout. Et moi, au début de mes études, c'était pas 2h40. C'était un peu plus long. Ouais. Mais maintenant, c'est très pratique, en effet. Bon Charles, je suis hyper heureux de te recevoir aujourd'hui. Je suis heureux d'être là également. Voilà, toi t'es un vrai professionnel, ça fait très longtemps que tu fais ce métier, tu as commencé tout de suite, immédiatement. Ton parcours il est extrêmement riche. Peut-être qu'on va commencer un petit peu par te laisser te présenter, nous raconter un petit peu qui es-tu, comment tout ça a commencé. Tu as parlé de tes études un petit peu, je crois. Dis-nous en plus un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous raconter ? Alors, en quelques mots, comme la plupart de mes confrères, on a tous des parcours un petit peu atypiques. Donc le mien l'est également. J'avais fait mes études donc à 17 ans. J'étais parti donc d'Avignon pour aller à Paris. J'ai fait une école de commerce qui s'appelait l'ESCE, qui s'appelle toujours l'ESCE d'ailleurs, avec une spécialisation en finance. Donc ça m'a porté jusqu'à mes 21 ans. Ensuite, je suis retourné à Avignon. J'ai fait une activité pour des raisons familiales, on va dire. Je suis rentré chez moi et je suis parti dans complètement autre chose. J'ai monté une boîte, donc j'ai été entrepreneur tout de suite. D'accord. J'avais 20 ou 21 ans quand j'ai monté ma première boîte, qui n'a pas décollé plus que ça. Et autour de 2007-2008, j'ai parlé à un ami qui travaille encore à la BNP, que je salue d'ailleurs. Qui est un ami d'enfance à moi et qui a vu que je végétais un petit peu dans mon activité, c'était pas fou. Et on a commencé à discuter finance, on a discuté métier, etc., etc. Il a essayé de me faire rentrer c'était chez UBS à l'époque. Après, il m'avait même proposé potentiellement de m'embaucher. Toutes ces choses-là ne se sont pas faites. Il m'a fait indirectement découvrir le métier de CGP que je ne connaissais pas. C'est quand ? 2007, 2008 ? Ça devait être 2006 ou 2007, je D'accord. pense. Ouais. Donc je me suis intéressé à ce métier qui regroupait pas mal de choses qui me correspondaient. Bon, j'ai vite vu que au niveau. T'es précurseur, parce que 2007-2008, le marché des CGP, il était très loin de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il était très loin de celui qu'on connaît aujourd'hui. On était très proche de se prendre une des plus grandes crises de l'histoire aussi de 2008. Oui, avant la crise de 2008. Ça, je le savais pas. J'ai démarré d'ailleurs là-dedans. Ouais, heureusement, ouais, peut-être. En synthèse, oui, je me suis rendu compte que pour faire ce métier, il fallait quand même un bagage et que ma petite formation financière d'école de commerce ne suffirait pas. Donc, j'ai repris mes études. Donc, j'ai hésité entre plusieurs cursus. Au final, j'ai fait l'IAE à Lyon. D'accord, ouais. En 2007, je pense. T'as quel âge à ce moment-là, ça ? Je devais avoir 28 ans, quelque chose. C'est courageux, ça. À 28 ans, tu reprends tes études, tu te relances dans le bain de l'école, de l'éducation. Ouais, c'est ce que tout le monde me disait à l'époque. Bravo. Après, pour moi, ça n'a pas été tellement difficile parce que quand tu sais pas trop où tu es dans ta vie, en fait, j'avais trouvé une direction, si tu veux, avec ce métier. T'étais convaincu ? J'étais convaincu, ouais. Et de reprendre ces études pour se former directement à quelque chose, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple
que de partir faire... Il y avait une stratégie. Ouais, parce qu'honnêtement, même quand je suis parti à 17 ans, j'ai eu mon bac à 17 ans, quand je suis parti faire mon école de commerce, tu fais je pense comme la plupart des gens qui font une école de commerce. Tu t'es bien marré. Voilà, déjà. Puis le plus dur, c'est d'y rentrer, quoi. Après, bon, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai travaillé, mais tu fais ça, tu peux tout faire, ne rien faire. Voilà. Alors qu'avec le master, je savais directement que ça allait me former à un métier. Je gagnais pas ma vie, donc je savais que potentiellement ça pouvait me faire gagner ma vie. J'avais beaucoup d'intérêt dans toutes les facettes de ce métier. Le Master 2, c'était super. J'ai rencontré mon ami Harold Vernon, que j'embrasse d'ailleurs, qui était à Annecy. J'ai fait de très belles rencontres. Et voilà, ça a changé ma vie au final. Et donc, du coup, tu n'as jamais été salarié? Je n'ai jamais été salarié. J'ai été stagiaire. J'ai été stagiaire chez Promo Golf aussi d'ailleurs. Je ne sais pas si cette boîte existe encore. Je t'embrasse si c'est le cas. Qui était à Paris, dans laquelle j'ai fait mon stage de fin d'études. J'étais parti à Londres aussi bosser. Mais voilà, j'ai été stagiaire, voilà, pas salarié. Non, j'ai jamais été salarié. Bon, donc toi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu es un indépendant depuis le berceau, quoi. En fait, à part ce petit stage où peut-être t'as été subordonné. Ouais. C'est mon papa mon papa était espagnol. C'était un immigré espagnol qui était peintre en bâtiment quand il est arrivé en France, qui a toujours été à son compte aussi et qui m'a toujours élevé comme ça, en fait. Mais bien avant cette tendance aujourd'hui de l'auto-entreprise, de l'entrepreneuriat, etc., où tout le monde était salarié. Et même parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup lutté. Et quand j'avais la vingtaine, que j'étais à mon compte et que je voyais mes potes qui commençaient à trouver du taf, à avoir des salaires quand même conséquents dès le départ, parce qu'ils étaient tout de suite cadres, etc. Oui. On avait quand même un bac plus 4, bac plus 5. Et mon papa me disait, mais t'inquiète pas, tu vas mettre plus de temps à démarrer, mais après, voilà. Donc, il m'a toujours élevé comme ça. Après, il a été commerçant. Donc, moi, je l'ai toujours vu aussi, lui, faire de l'IMO, faire du business, se débrouiller. Et ma maman, c'était pareil, hein, elle était aussi à son compte. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait? Personne n'était salarié dans ma famille, je me rends compte. Ma maman, au départ, alors tout le monde est bien trop jeune pour ça, mais il y avait ce qu'on appelait la photo en 1 heure en France. C'était quand on voulait faire développer des photos. D'accord, ouais. Au départ, on devait les envoyer, je sais même pas comment ça se passait, mais ça prenait des jours. Tu avais un appareil photo, tu voulais regarder tes photos. Donc aujourd'hui, on se pose même plus la question avec nos téléphones. Bien sûr. Et donc à une époque, donc je sais pas quand le situer, ça peut être au début des années 90. A été créé ce qu'on appelle la photo en 1 heure. Donc, c'est-à-dire que tu allais dans un magasin, tu arrivais avec ta pellicule et 1 heure après, tu avais tes photos. Et c'est ce qui était une révolution. Et mon papa était un 2e ou 3e en France à monter ce type de magasin. Ma maman bossait avec lui au départ. Donc ça, c'est un des projets que mon papa a fait. Et après, ma maman a eu un magasin de décoration à Avignon, un très beau magasin d'ailleurs qu'elle a exploité pendant 20 ou 25 ans. Donc, elle était aussi à son compte. Après, elle a pris sa retraite. Moi, c'est ce qui m'a poussé en grande partie avec Shares à rencontrer beaucoup de CGP. Et ensuite avoir envie vraiment de créer la plateforme qui peut-être pourrait les accompagner. C'est qu'en fait, les CGP, pour moi, c'est exactement ce que tu racontes. Ce sont des entrepreneurs. C'est une vraie expérience d'entrepreneuriat. Et en ça, moi, je me suis retrouvé. Moi, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un, jamais été salarié. Donc voilà, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. Cette école de la débrouillardise, monter son cabinet, trouver sa clientèle. On va en parler. C'est quoi les étapes? Parce qu'on parle beaucoup de l'univers startup, comment on crée sa boîte, par où on commence. Et ben finalement, c'est un peu la même histoire. C'est les mêmes étapes qu'on va retrouver dans la construction d'un cabinet. Et on va commencer par la tienne. Du coup, l'ADN de Tilde et Associés. Alors moi déjà, j'aime bien le nom parce que Tilde et Associés, mais finalement, tu me disais tout à l'heure que tu n'as pas à date d'associé en fait. Non, tu as ton je voulais compte faire et tu es américain seul. au départ, je pense. Alors au départ, j'avais un associé qui s'appelait FIP Patrimoine. Je pense que c'est devenu Magna Carta aujourd'hui ou quelque chose comme ça, il me semble. C'était Jacques Boina. Donc il y avait un associé derrière Tilde. Voilà, FIP Patrimoine, en fait, le business model de l'époque, il prenait 25%. Parce que moi, comme je te l'ai dit, donc je partais vraiment de rien. Donc j'ai fait ce master, mais tu apprends des choses, c'est très bien, ça te donne une bonne base, mais ça te donne pas de clients, ça te donne pas de fibre forcément entrepreneuriale. Ça, c'est des choses que tu développes par ailleurs ou que tu as en toi dès le départ. Et donc, FIP Patrimoine, je m'étais adossé à eux au départ, donc ils avaient pris 25% du capital de mon cabinet, donc d'où le associé. Et notamment au travers de Jacques Boina et de ses équipes de l'époque. Il y avait un bureau d'études, ils avaient des produits qui étaient référencés, donc ils m'ont quand même beaucoup aidé à élaguer le truc. Super. Alors je suis pas resté honnêtement très longtemps avec eux, j'ai dû rester 1 an ou 2, ensuite j'ai racheté mes parts. Bon, du coup j'ai gardé le associé. Mais ça m'a quand même mis le pied à l'étrier et ça m'a bien rassuré au départ. Ouais, c'est bien. Je me suis installé. Bravo. Voilà. Alors après moi, le truc, c'est que une fois que je me mets sur quelque chose, en général, j'y vais fort. Donc même si je suis parti de zéro,
Parce que même lors de mon master, si tu veux, il y avait des gars qui étaient déjà installés, il y avait des banquiers, j'étais le seul pratiquement à venir de nulle part, quoi, sans bagage. Je savais pas ce que c'était un OPCVM, un fonds. Enfin, je partais vraiment de zéro, quoi. D'ailleurs, lorsqu'on s'est présenté le premier jour au master à Lyon, j'ai dit je suis de niveau 0 de la gestion de patrimoine. Je me suis présenté comme ça. Par contre, 6 mois, 1 an après, c'était plus la même, quoi. Voilà. Donc là, on retrouve la même règle de base quand on monte sa boîte. C'est d'être bien entouré, d'avoir peut-être des mentors, des accélérateurs, des bonnes fées qui vont peut-être favoriser la création de l'entreprise. Donc dans ton cas, c'était des actionnaires qui avaient 25% mais qui t'ont donné un socle. Exactement. Et puis ensuite, tu as réussi à t'en émanciper. Donc, pour Exactement. Et Jacques, qui était un précurseur dans les honoraires, c'est quelque chose qui me sert encore aujourd'hui. Et puis qui encore une fois, voilà, aujourd'hui se développe et qui est dans les mœurs. Mais à l'époque, encore une fois, des CGP qui facturaient des honoraires, il n'y en avait pas énormément. Ouais, on va en parler tout à l'heure justement des modes de rémunération. Alors du coup, c'était quoi l'ADN de Tilde et Associés quand tu le lances et puis par la suite, qu'est-ce qui singularise l'approche si elle est continue ou s'il y a eu des changements de cap, c'est intéressant de les envisager. Mais ça fait 17 ans à peu près. Ah ouais. Donc raconte-nous un peu l'ADN de départ et qu'est-ce qui a différencié peut-être l'évolution. Honnêtement, l'ADN, je pense qu'il y en avait pas. Il y avait le mien, mais l'ADN, c'était on y va, quoi, on avance. On entreprend. Honnêtement, je me suis lancé. Ma sœur m'a prêté 20 000 euros, mon papa m'a prêté 20 000 euros parce qu'il fallait quand même que je finance mon Master 2. Donc, il y avait des allers-retours, il y avait FIP de mémoire, je ne sais plus combien ça coûtait, mais il fallait quand même que je paye un droit d'entrée, etc. C'était un réseau de franchise. Donc, j'avais quand même des frais, il fallait déjà s'inscrire dans des chambres, il y avait des choses à faire. Donc, moi, je n'avais rien. Mon papa m'a mis 2 tréteaux, une planche et il m'a donné un petit bureau dans un centre commercial à côté de son commerce pour que je commence à m'installer. J'avais mon portable. Et t'as dit quoi à tes premiers clients? Comment tu les as trouvés? Alors, j'avais pas de clients. Mais comment t'as trouvé le premier, le deuxième, le troisième? Le premier, c'était ma sœur. Ouais. Qui m'a appelé un jour en me disant qu'elle avait vendu sa maison et qu'elle avait, je sais plus à l'époque, 200 ou 300 000 euros à placer le temps de trouver une autre maison. Donc, j'avais pas de fournisseur. En fait, honnêtement, quand j'y repense, je sais pas. J'avais monté ma boîte, mais j'avais pas de clients. Je sais même pas. Je me posais même pas la question. Parce que quand on a 0 client, comment on convainc les premiers rendez-vous? Alors, tu te souviens de premiers rendez-vous qui sont bien passés? J'allais boire le café le matin. En fait, ça s'appelait le Goéland, qui était le café à Avignon de mon cousin Boris, que j'embrasse aussi. Je vais embrasser tout le monde pendant le podcast. Et puis j'attendais un peu qu'on me parle. Et quand on me parlait, je disais que je gérais des capitaux, que j'étais gestionnaire de patrimoine, etc. Ce qui n'était pas faux, mais dans ma tête, quoi, parce que je gérais rien, j'avais rien en fait. Ce qu'on appelle la visualisation. Ouais, c'est ça. Et to manifest. Et donc un jour, ma sœur me dit j'ai cet argent. Je dis ok, le truc c'est que j'ai pas de fournisseur, parce que moi quand j'ai appelé, alors je vais pas les citer pour pas les offenser, mais j'ai appelé des gens. Par exemple, moi il me fallait une chambre pour, on était obligé d'être affilié à une chambre. Et j'avais appelé une chambre bien connue. En tant que CIF. En tant que CIF, ouais. Mais t'avais déjà, t'étais enregistré. Oui, avec mon diplôme, justement, j'avais pas fait l'OREP, notamment aussi, parce que je voulais avoir la CJA. Donc voilà, à Lyon, j'avais quand même tous mes statuts. D'accord. Il y avait un livret d'assurance à l'époque et tout. Donc non, là, j'étais nickel. Mais si tu veux, quand j'appelais, les gens, moi, je connaissais personne. Donc les mecs me disaient, mais vous êtes qui? Vous venez de l'informatique, vous avez jamais été salarié, vous avez jamais bossé dans la finance. On veut pas de vous, quoi. Ah oui. Donc c'était à l'époque la CNCGP qui m'avait accepté, qui est devenue la compagnie CIF aujourd'hui, chez qui je suis toujours. Donc c'était Jean-Pierre Rondeau à l'époque, qui m'ont accepté, mais voilà. Donc ça, il fallait déjà que je trouve quelqu'un pour m'accepter. Et ensuite, donc quand ma sœur m'a dit j'ai de l'argent, il fallait que je trouve un assureur en l'occurrence. Et je l'ai fait en la personne de Generali et de Franck Pain, qui est toujours mon inspecteur aujourd'hui. Qui est devenu un ami et qui est aussi un des seuls à m'avoir répondu à l'époque. C'est souvent comme ça, les premières personnes qui te font confiance. Après, c'est la fidélité. Oui, alors je suis bien tombé parce que Franck est formidable, Generali c'est une super boîte, le contrat est très bien, le back-office est très bien, tout est très bien, ils ont super bien évolué aussi en 17 ans. Mais donc j'ai appelé, il y avait un franchisé FIP Patrimoine qui s'appelait Bruno Sanlaville qui m'avait dit appelle, Franck venait de Cardiff je crois. Il m'avait dit appelle Franck, et j'avais appelé Franck, et il était venu me voir sur le parking. En plus, j'avais eu un accident de la route, j'avais un corset, je m'étais fait retirer mon permis, donc il avait vu il y avait mon Dax dans le bureau qui perdait de l'huile. Enfin, il aurait pu prendre ses jambes à son cou et partir parce que ça inspirait vraiment pas confiance. Et il t'a fait confiance. Et il m'a fait confiance. Donc ça, c'est le premier client. Alors lui, c'est mon premier fournisseur. Le premier fournisseur, mais ta sœur Ma sœur est mon premier client, et j'avais fait du 100% fonds en euros sur un contrat. Pour l'anecdote, je crois que 3 ans après, je devais être le premier courtier de Franck. J'étais VIP, c'est le statut un peu le plus élevé chez Generali. Alors comment t'as fait?
Alors après, c'est des Qu'est-ce qui se gens passe qui m'ont pendant ces fait 3 ans? confiance, qui sont encore avec moi aujourd'hui, qui étaient des amis à l'époque, qui le sont toujours, qui sont aussi des clients maintenant. Il y a mon ami Stéphane Michel qui m'a conseillé, en fait, un ami à moi qui m'a conseillé qui m'a dit, qui m'a recommandé à son patron. Et qui a dit, voilà, appelle Charles, c'est mon pote. Mais franchement, je sais même pas pourquoi il me faisait confiance à l'époque, parce que je pense qu'il avait plus confiance en moi que ce que moi j'avais confiance en moi, quoi. Donc je suis allé le voir. J'avais d'autres amis que je suis allé voir, à qui j'ai facturé une étude patrimoniale, je sais plus à l'époque, à 800 ou 900 euros. J'avais l'impression que c'était 1,5 million. Enfin, on m'avait appris à annoncer le prix, à machin, et pas trop stressé. Donc j'ai démarré avec ça. Et puis Stéphane m'a donc conseillé son boss, qui est toujours un de mes clients aujourd'hui. Et puis ça a commencé comme ça. Après, j'ai un ami notaire qui m'a recommandé des clients à lui, qui avait vendu des terrains agricoles. Voilà. Après, j'ai pas en tête, mais bon, pour te dire, je peux te donner le chiffre, puisque mon premier exercice comptable, ma boîte a été créée, c'était pour la Saint-Valentin, le 14 février 2008. Si vous allez voir sur Infograph ou Papers, vous verrez ça. Donc mon premier exercice a dû clôturer fin 2009, donc c'était pratiquement sur 24 mois, et j'avais fait 22 000 euros de chiffre d'affaires, sachant que je devais déjà 40 à ma sœur et mon papa que j'ai remboursé plus tard. Donc pour te dire que c'était pas une situation qui était fabuleuse. En plus derrière, il fallait que je rachète mes parts de FIP Patrimoine. Donc voilà, 22 000 euros en 24 mois, si vous connaissez un peu les chiffres de la gestion, c'est rien. Pas grand-chose. Ça paye même pas tes charges, quoi. Ouais. Donc on est parti de très très loin. Et puis petit à petit, on a fait quelques dizaines de milliers d'euros de chiffres, et que toujours sur du bouche à oreille, quoi. Aucune croissance externe, que de la roco. J'ai jamais fait de pub ou quoi que ce soit. Bravo. Et ça s'est développé comme ça. Bravo, c'est hyper impressionnant et hyper inspirant. Donc on parle maintenant là, du développement de la clientèle, donc c'est hyper intéressant. Peut-être un point sur l'offre. Tu m'as dit tout à l'heure, on en reparlera peut-être de cette expérience particulière, que tu as déjà gagné des appels d'offres d'investisseurs importants qui t'ont challengé avec des banques privées. Oui, ça arrive régulièrement. Ouais. Voilà, qui sont compagnons sur rue et qui sont très connus, et que tu as pu gagner. Et donc, comment on gagne ça? Comment on gagne la confiance de gens qui ont des centaines de milliers, voire des millions à investir, et qui vont aller chez toi et te préférer à une banque traditionnelle? C'est quoi la magie de ce que tu proposes, l'offre, l'approche qui est différente? Je pense qu'il n'y a pas de magie. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Genre, je vais essayer de pas trop m'éparpiller, mais déjà dans nos business models, on l'abordera peut-être plus tard. Il y a surtout aujourd'hui en 2025, il y a plusieurs axes. Tu le sais, il y a des cabinets qui se regroupent, il y a les banques privées, il y a les family office, il y a les tout petits cabinets, il y a les cabinets entre deux comme moi. Comment on s'en sort? En fait, je pense que parfois je m'en suis sorti pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que je pense que j'ai réussi à convaincre des clients de venir chez moi. Et honnêtement, avec le recul, je pense que c'est pas une bonne méthode. Et c'est quelque chose aujourd'hui dont je n'ai plus envie. Donc, remporter des marchés, entre guillemets, c'est bien pour l'ego. Mais le but dans nos métiers, enfin pour moi en tout cas, c'est de s'inscrire dans la durée, d'avoir des rapports avec ses clients qui sont... Donc je m'éloigne un peu de ta question, mais c'est quand même lié. Y a pas de magie, voilà. Tu peux convaincre des gens, mais il faut les convaincre pour les bonnes raisons. Donc, il m'est arrivé de remporter des marchés, j'espère que j'en remporterai d'autres. Ce qu'il faut, c'est que le client sache exactement ce dont il a besoin. Et notre métier, pour moi, ce qui est plus important, encore une fois, que de le convaincre de venir chez soi, c'est d'être sûr que tu sois un bon fit pour le client et que le client soit un bon fit pour toi. Donc la relation, en fait. La si on relation, résume, ouais. il y a un secret, c'est moins ce que tu mets dans les produits, dans les supports, etc. Ça, évidemment, ça y participe, mais là-dessus, j'imagine que tout le monde est capable de faire des choses très bien. Pour toi, l'élément clé, c'est la relation avec le client. Moi, j'ai récemment beaucoup évolué, exactement, depuis à peu près un an dans mon approche aussi. Bon, elle évoluera. Si on refait un podcast dans 5 ans, dans 10 ans, évidemment, on dira des choses complètement différentes. Donc, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution. Et nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, on est en perpétuelle évolution. Donc oui, c'est vraiment le rapport avec le client qui fait la diff. Et après, honnêtement, aujourd'hui, à refaire ce genre de choses, tu vois, je pense que je serais prêt à dire à des clients que c'est pas... Voilà. Il faut que le client sache... Tu es capable de dire à un client qui vient te voir, après un échange,
écoutez, je suis désolé, je pense pas être la bonne personne pour Bien vous. sûr, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Oui, Tu ça l'as déjà arrive fait? et je pense que je suis encore plus capable aujourd'hui que je l'étais. Il m'est déjà arrivé aussi de dire à des clients que c'était pas possible parce que ça m'arrive pas très souvent, mais parce que après moi je conviens pas à tout le monde, hein, c'est pas moi qui décide à chaque fois, mais il peut arriver aussi. Il faut que ça marche comme ça. Quand il y a un client que tu relances, qui répond pas, qui t'envoie pas des pièces, où tu sens encore une fois qu'il a été convaincu par toi, c'est jamais bon tout ça. C'est jamais bon. Donc c'est encore une fois, c'est pas une réponse directe à ta question, mais Ouais, un petit peu. Non, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu es dans une approche aujourd'hui où tu es dans le prolongement de la vie du client et réciproquement. Et en fait, s'il n'y a pas un fit, une entente et que c'est pas fluide, tu te dis il faut pas forcer, quoi. aujourd'hui mon business model, alors encore une fois je veux pas anticiper sur tes prochaines questions, mais moi je suis 100% au capital de mon cabinet, donc il faut quand même que j'ai des avantages à ça. Il y a des avantages pour mon client, il faut qu'il y en ait pour moi aussi. Donc moi j'ai pas de contraintes, quoi. Je travaille on a parlé de Generali, c'est un de mes principaux partenaires parce qu'ils sont bons, parce que j'aime leur contrat, parce que j'aime mon inspecteur, parce que j'aime le back-office, etc. Mais je suis pas maqué avec eux. Je suis maqué avec personne en fait. Donc, C'est ça l'indépendance. Exactement, c'est ça l'indépendance. Et après, dès qu'il y a un fond, alors je dis pas encore une fois que je suis très bon, que j'ai tout compris, que mes copains sont pas bons, c'est pas du tout ça. Mais c'est des business models encore une fois qui sont différents. Quand il y a des regroupements, quand il y a des fonds à ton capital, quand tu fais du family office, voilà, 10 cabinets de CGP, tu vas avoir 10 business models plus ou moins différents. Moi, le mien, donc c'est ça. Donc tu te retrouves face à des banques. Après, c'est le client, il faut savoir ce qui motive le client, je pense que c'est important. Est-ce que c'est son ego ? Est-ce qu'il a envie d'être reçu avec des moquettes épaisses, des beaux canapés sur des places réputées à Paris ? Est-ce que ça n'a aucune importance pour lui ? Qu'est-ce qu'il recherche comme service ? Est-ce qu'il faut rendre compliqué des choses qui ne sont pas forcément pour lui ou pas ? C'est quoi le truc le plus fou qu'un client t'ait demandé, par exemple ? Si tu as un exemple en tête sur 17 ans. Ça, après, c'est un peu les exemples. Alors moi, je suis pas un gros family office, donc j'ai pas j'ai pas d'anecdotes comme ça. Des trucs un peu fous, c'est plutôt un client avec qui j'avais mis en place une épargne programmée. Je pense que c'était 20 000 euros par mois et qui avait pas vu qu'elle était, et puis s'était pas rendu compte qu'on l'avait déjà mise en place. Il n'avait pas vu les prélèvements sur son compte, par exemple. Et donc, il s'est réveillé quelques années Mais non, plus mais tard. il me dit, tu m'avais pas dit qu'on devait mettre en place une épargne programmée de 20 000 euros par mois. Et je lui dis, si, mais ça fait 1 an et demi qu'on l'a fait. Ouais, c'est un bon client à avoir, ça. Il n'a pas vu. Il fait pas gaffe, lui. Il n'a pas vu les prélèvements. Après, pour une anecdote de choses, moi, je vais très loin parce que moi, j'adore l'éducation financière. Donc, je vais très loin dans les budgets pour mes gros clients. Quand ils le souhaitent, je vais leur faire presque tous les mois pratiquement un tableau avec leurs dépenses, etc. Donc, C'est bien ça. ouais, ça, c'est des choses Les dépenses des enfants, des conjoints, exactement. etc. Ouais. Alors maintenant, après ça, c'est très très chronophage. Donc maintenant, je donne des axes aux clients en leur disant des pourcentages, par exemple, indicatifs, si tu veux, sur la résidence principale, sur les vacances, etc. Mais de trucs fous en particulier, écoute, s'il y en a un qui me revient pendant le podcast, je te dirai, mais j'ai pas de... Mais ça, c'est un bon point, les budgets, hein, pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on parle toujours d'investissement, d'épargne, de placement. Mais la base, avant même de réfléchir à dans quoi je veux investir, il faut savoir de combien je dispose et comment je peux aussi un peu optimiser la gestion de mon budget. Et en fait, moi, c'est un exercice que je fais tout le temps et on me prend pour un fou à la maison chez moi. Mais moi, j'ai un budget. J'ai un budget avec des postes de dépenses que j'analyse en fait au fil des mois. Je vois si on est bien dans ce qui est budgété. En fait, je gère ma vie perso comme une entreprise. Je gère la dette comme une entreprise, etc. Et je pense que c'est essentiel pour ceux qui nous écoutent, parce que parfois on se rend pas compte. Je vous invite à regarder même vos relevés, hein, parce que parfois on est prélevé sur des trucs on a oublié. Même pour 5 euros par-ci, 10 euros par-là, il y a des abonnements qui tournent. Donc ça, c'est hyper important. C'est très très important, et quels que soient ses revenus, c'est très important. Et il est important de pas vivre au-dessus de ses moyens, ce qui est souvent le cas. Enfin, même, à mon avis, la majorité des foyers français vivent au-dessus de leurs moyens. Et encore une fois, quels que soient les revenus des clients, voilà. Déjà, la plupart, enfin déjà, le premier poste, c'est de savoir combien tu dépenses en fait. Quel est ton train de vie ? Et ça, c'est une question que tu poses, et souvent les gens ne le savent pas. Combien coûte ma vie ? Voilà. Combien coûte ma vie ? La vie de mon déjà, foyer. ça nous aide à anticiper la retraite, mais déjà aujourd'hui, les gens ne savent pas combien ils dépensent. Et avec ça, il faut anticiper combien coûte ma vie, combien je gagne. Et donc, quel espace j'ai pour épargner ? Parce que si on brûle tout ce qu'on gagne, on peut pas épargner. Oui, mais après, tu as des gens, tu as des profils qui veulent pas épargner. Moi, j'ai des clients qui sont chefs d'entreprise et encore une fois, je leur jette pas la pierre. Enfin, c'est comme Elon Musk. Ils vont tout remettre dans leur business, en fait. Et quelque part, la plupart du temps, honnêtement, ça leur réussit. Je suis moins inquiet pour Elon Musk, là. Ouais, on peut être inquiet pour d'autres raisons pour lui, peut-être, mais... Je suis inquiet de lui, mais pas pour ça lui. devrait aller. Mais moi, j'ai des clients, je sais que je vais
j'ai pratiquement pas de produit à leur proposer, en fait. C'est que de l'honoraire parce que les mecs ne veulent pas, voilà, et que dès qu'ils ont un franc de côté... Alors, tu peux expliquer un peu juste la différence pour ceux qui nous écoutent de l'approche honoraire en comparaison avec l'approche plus rétro-commission, parce que c'est quand même une vraie évolution de l'écosystème des CGP aujourd'hui, plutôt à la faveur de la transparence, de l'honoraire, ce qui est très bien. Chez un certain nombre de tes camarades, de tes confrères. Toi, ça a l'air d'être quelque chose qui est assez tôt dans ton ADN, d'avoir une approche honoraire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, expliquer ce que ça implique comme différence dans l'approche? Bien sûr. Alors moi, dès le départ, encore une fois, je vais le reciter par rapport à Jacques Boina, c'est lui qui m'a inculqué tout ça. J'ai facturé des honoraires dès le départ. Donc, à tout le monde? Tous tes clients? Honnêtement, au départ, oui. Après le métier, on peut en parler, mais c'est tellement protéiforme. Moi, si tu veux, donc avec mon ami Harold, dont j'ai parlé, que j'ai rencontré au master, qui lui a été, il est plus jeune que moi, mais ça a quand même été un peu mon mentor, sur la partie sociale, chef d'entreprise. Donc moi, j'ai tout de suite attaqué là-dessus, si tu veux, les chefs d'entreprise, par le biais social, prévoyance, retraite, santé. Et donc, un chef d'entreprise, c'est plus facile de lui facturer des honoraires, parce qu'il y a sa structure sociétaire. Donc, il a l'habitude de payer son expert comptable. Donc, c'est vrai que j'ai commencé par ça. Alors, j'ai facturé des honoraires aux particuliers. Mais donc, c'était d'ailleurs ma réponse magique de l'époque. Quand on me disait c'est cher, je disais mais c'est cher par rapport à quoi? C'est juste que les particuliers, si tu veux, n'étaient pas habitués à payer des honoraires. Donc après, c'était pas des sommes folles, hein. Avec le recul, bon, il n'y avait pas eu l'inflation qu'on a connue là, mais c'était quelques centaines d'euros à l'époque. Donc moi, j'ai tout de suite pris le parti pris de facturer des honoraires. Pour moi, le conseil et le produit, ce sont deux choses différentes. Après, encore une fois, il y a la théorie comme dans tout, la théorie et la pratique. Donc après, un client qui va placer 10 millions chez toi, c'est un peu compliqué dès qu'il te pose une question de lui facturer quelque chose, de lui facturer une consulte, etc. Donc, encore une fois, théorie, pratique, on fait comme on peut. Moi, j'ai des techniques aujourd'hui par rapport aux encours. J'ai des tableaux de suivi de temps que je passe sur les dossiers. Ouais. Je sais à peu près à quel moment je vais prévenir le client, entre guillemets. Maintenant, avec l'expérience, on sait. Et le client le sait. Les clients sont cool la plupart du temps. C'est difficile d'introduire les honoraires? Pour moi, non. Aujourd'hui, non. 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 Et même, c'est un critère. Si quelqu'un n'est pas prêt à payer des honoraires ou même une consultation. Alors après, pour moi, par exemple, encore, il y a le truc de la première rencontre, si tu veux. Il y a deux écoles. Est-ce que c'est pour moi? La première, elle est pour moi. Je te facture rien, on se rencontre, etc. Donc, c'est ce qui m'arrive encore de faire parfois. Et après, l'écueil de ça, c'est que t'as des gens qui en profitent. Ils viennent, ils prennent des conseils, et ils disent merci, ils repartent. Voilà. Et moi, mon temps, si tu veux, c'est de l'argent. C'est comme pour tout, le monde, c'est quelque chose qui est très, très précieux. Au-delà du fait que ce soit de l'argent, c'est du temps. C'est du temps que je passerai pas avec mes enfants, c'est du temps que je passerai pas avec ma famille, avec mes amis. Voilà. Donc, moi, évidemment, on n'est pas on n'est pas des ingrats, donc on veut toujours aider, etc. Mais il faut trouver le bon compromis. Donc, il faut sentir si la personne veut en profiter ou pas, si on peut l'aider ou pas. On a quand même toujours envie d'aider les gens. Il n'y a pas que l'argent derrière, même si on est là, pas se voiler la face pour gagner notre vie. Donc moi, j'ai toujours, et aujourd'hui encore, 17 ans après, c'est toujours le cas, hein, j'ai des clients qui me payent des honoraires, j'ai des clients qui ont des produits, j'ai des clients qui ont les deux. T'es agile, tu t'adaptes. Voilà. Oui, agile, je sais pas, c'est plus ou moins maladroit. Là, j'ai encore refondé un petit peu, mais maintenant, je facture mes nouveaux clients plus sur des forfaits temps. Avant, je faisais des abonnements de suivi à l'année, donc j'ai encore beaucoup de clients qui sont sous ce format-là. Ouais. Mais en parallèle, je commence déjà à suivre moi aussi pour être honnête avec eux, parce que des fois, tu peux pas prendre des centaines d'euros chaque mois à des clients sur lesquels dans l'année, tu vas passer que quelques heures. Donc là, moi, je serais le premier à leur dire, voilà, écoute, honnêtement, je t'ai trop pris, donc on va refaire ça. Après, on passe quand même beaucoup de temps sur les dossiers, même si les clients ne s'en rendent pas compte. C'est pas parce qu'on n'est pas au téléphone avec eux ou par mail qu'on passe pas du temps sur leurs dossiers. Mais tout ça, c'est des choses, encore une fois, sur lesquelles on réfléchit énormément. Et voilà, les family office, il y en a qui travaillent avec des honoraires, il y en a qui travaillent avec des forfaits sur les encours. Ouais. Moi, j'essaye de faire un mix de tout ça, de m'adapter. J'ai pas encore trouvé la grosse martingale. Donc, on évolue. Et encore une fois, ces derniers mois, j'ai beaucoup évolué. Ça fait 17 ans que tu es CGP, que tu es indépendant. Le marché, il y a 17 ans, il y avait plein d'indépendants, il y avait beaucoup moins de CGP. Aujourd'hui, il y a des gros groupements qui consolident le marché. Il y a des networks, des réseaux d'indépendants, mais qui se mettent sous une marque, sous un réseau. Et puis il y a des gens comme toi qui sont les indestructibles gaulois, un peu on va dire, à leur compte, indépendants, architecture ouverte, etc. Comment elle a évolué la profession en 17 ans?
Et aujourd'hui, finalement, c'est quoi les challenges pour quelqu'un qui, comme toi, reste à son compte, reste indépendant? Parce que tu as parlé de la liberté, on a compris. Ça, c'est vraiment un point qui est dans ton ADN. Mais alors, du coup, c'est quoi les contraintes? C'est quoi l'évolution de cette profession pour toi? Tous les CGP te répondront la même chose, c'est le réglementaire. C'est le réglementaire. Donc moi, j'ai la chance là d'avoir Morgane, qui est mon assistante depuis quelques mois, qui m'aide beaucoup et qu'il faut que j'apprenne aussi, à qui il faut que j'apprenne à déléguer. Le réglementaire. Beaucoup plus de contraintes réglementaires? On en avait déjà, honnêtement, les lettres de mission. Moi, dès le départ, j'ai été... C'est bien ou c'est pas bien? Ça professionnalise, ça protège, ça contraint. C'est délicat. Moi, évidemment, je suis pour la protection du consommateur, pour la transparence. Mais je ne pense pas que tout ça garantisse forcément aux consommateurs. Ce n'est pas parce que tu vas être 100% nickel sur le réglementaire que tu vas bien conseiller, que tu vas performer. Pour moi, ce n'est pas lié. Après, on reste quand même si on est des libéraux, mais ça reste du commerce, quoi. Tu vois, nous, il faut qu'on fasse du business. Enfin, moi, je paye de l'URSSAF, je paye de l'IS, je paye de la TVA, je paye des charges. Sûr, ouais. À un moment donné, si je passe ma vie à faire... alors, c'est le cas malheureusement, mais... Enfin, malheureusement ou heureusement, mais si tu passes ta vie à faire des rapports d'adéquation... il faut trouver des moyens d'automatiser ça. En fait, ça devient difficile d'être dans une petite structure et d'être capable de gérer toutes ces parties. C'est ça que tu décris. C'est ce qui pousse beaucoup de mes confrères, je pense, et ce qui me poussera... Je ne le souhaite pas, mais peut-être moi. Donc, là, si tu savais, on a des groupes WhatsApp avec des potes qui sont comme moi, ou encore ce matin, les groupes agrégateurs, pour savoir vers qui on va, vers qui on se tourne, comment on fait, est-ce qu'on a des solutions en interne, pour automatiser ça, voilà, parce qu'on passe un temps fou à faire ça. T'as beaucoup d'appels du pied. Forcément, tu fais partie des Écoute, acteurs. Je sais pas, moi je donne pas trop non plus, j'ouvre pas trop la porte pour ça. Après, je sais pas honnêtement, je suis peut-être un peu trop petit, je dois peut-être intéresser certains, mais encore une fois, on en parlait. Il y a aussi un devoir moral, je pense, vis-à-vis des clients. Alors après, je dis pas que tous les gens qui font rentrer au capital des fonds ou autres ont vendu leur âme, mais moi, mon business model, il est quand même basé sur un nombre de clients qui est assez restreint, dont j'espère, même si je suis loin d'être parfait et irréprochable, dont j'espère m'occuper pleinement, être disponible pour mes clients. J'ai envie de le rester et j'ai envie de leur proposer des choses en lesquelles je crois. Après, j'ai pas de boule de cristal, hein, on peut faire de mauvais investissements, etc. Mais oui, donc j'ai envie de garder tout ça. Mais ce réglementaire, c'est un vrai... C'est le challenge numéro 1 de l'évolution de ta profession. Voilà. Oui, ce qui est fou d'ailleurs, parce que ça ne devrait pas l'être. Ah ouais. Ça ne devrait pas l'être, et aujourd'hui... et le digital mais voilà, on nous parle d'IA, de machin, mais je trouve que c'est hallucinant. Et les outils digitaux, les outils aujourd'hui, tes outils... Il y en a, mais rien n'est à la hauteur de ça. C'est tellement complexe. Il y a les différents produits, les frais, on fait des dérogues. Alors après, on en parlera peut-être, mais moi j'ai une offre aussi un peu type family office avec le Luxembourg, ou pour des gros tickets, donc on est sur des frais très réduits, encore une fois en totale transparence avec le client, etc. Donc on fait des gros volumes, donc en fait tu as des contrats avec des dérogues, donc en fait il y a des seuils, donc si tu veux, un même client peut avoir un seuil qui évolue sur ses frais, sur sa structure de frais. Après, là, tu vois, donc, je sais pas si tu as un peu suivi les marchés financiers, mais moi, j'ai fait le séminaire de mon cabinet les 3 et 4 avril. C'était pile le jour où il y avait les annonces des tarifs de Trump. Donc, le marché, si tu veux, moi, le lundi et le mardi, j'ai passé 24 heures, 48 heures dans mon bureau, presque téléphone coupé, à appeler les clients, à faire mes arbitrages. Il faut être ultra réactif. Et donc, c'est hyper complexe. Parce que en faisant tout correctement, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on doit être hyper réactif sur certains trucs, on a une charge de travail qui est monumentale. Et c'est déjà très, très, très dur de faire notre métier. Parce que, encore une fois, si tu fais comme moi une approche globale, encore une fois, avec laquelle j'ai lancé ma boîte, c'est-à-dire une approche globale, moi, je fais du civil, du fiscal, du juridique, de l'IMO, du financier. Alors justement, tu parles de family office avec une approche globale, donc c'est aussi une des activités que tu fais. Tout à l'heure, quand on discutait avant le podcast, tu m'as dit que tu avais eu justement une mauvaise expérience avec la perte d'un client qui était important chez toi, qui correspondait à une part importante de ton chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est peut-être quelles sont les leçons que tu as tirées de ça sur la dépendance à un gros client ou un gros pool de clients ou une grosse famille, et comment
on survit de ça en fait. Écoute, moi le truc, c'est que ce qui à la fois fait ma force et ma faiblesse, c'est que dès le départ, j'ai eu des gros clients. Et des gros clients, c'est super parce que voilà, tu as peu de clients, mais le jour où il y en a un ou deux ou trois qui s'en vont, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Les leçons de tout ça, c'est qu'on n'est pas grand-chose et que dans nos métiers, tout peut aussi s'arrêter rapidement. Nous, c'est aussi pour ça que les honoraires sont importants. On est quand même dans des business où la plupart de nos cabinets sont rémunérés par des rétrocessions. Ces rétrocessions qui sont, moi, depuis que je me suis installé, qui sont... Voilà, on a une épée de Damoclès sur la tête quand même avec la Commission européenne, avec tout ça. Donc là, on en parle un petit peu moins. Demain, on en reparlera peut-être un petit peu plus. En Angleterre, il y a eu des choses qui se sont passées il y a quelques années. Donc ça te met face à tout ça. Quand tu es entrepreneur, c'est aussi... voilà, t'as pas de chômage, il y a plein de bons côtés. Des fois, mes potes salariés me disent « Oh là là, tu as cette chance-là. » Et puis moi, parfois, c'est moi qui les regarde et qui me dit « Mais non, mais c'est toi qui as de la chance. » Donc c'est comme ça. Donc en effet, quand tu as des secousses, donc un client qui part, un client qui menace de partir, des choses qui se passent moins, toi qui es moins content de toi, etc., évidemment que ça te fait te remettre en cause. Voilà. Après, il faut en vouloir à personne. Chacun est libre. Donc il faut diversifier. Il faut se remettre en cause, il faut avancer. C'est des choses qui te font avancer, qui te font évoluer, qui m'ont fait évoluer, qui me feront encore évoluer, et c'est très très bien comme ça. Donc ça me fait me réaligner mon business, que j'ai redéveloppé un petit peu différemment. Mais ça, après honnêtement, hein, tous les entrepreneurs dans ton business, tu vois, toi tu me disais aussi avant que tu avais monté plusieurs boîtes, etc. À chaque fois, tu es une personne différente. Il n'y a que ceux qui font rien, qui vont pas connaître l'échec. Donc ça, on en parle souvent. Dans les pays anglo-saxons, l'échec, c'est plus une marque de fabrique et une qualité. Nous, c'est tout de suite une honte. Moi, c'est pas quelque chose dont j'ai honte, quoi. Voilà. Il y a un truc que je dis souvent aux gens, justement, sur le thème de l'échec, même dans la sémiotique, pardon. Tu vois, nous, en France, on dit capital risque. Quand on investit dans des entreprises non rentables, dans des startups, on parle de capital risque. Dans le monde anglo-saxon, on parle de capital venture. Donc, d'un côté, on parle d'aventure. Donc, on prend un risque, mais c'est une aventure. De l'autre côté, on parle de risque, donc la risque de perte. Donc, ça montre un peu tu vois, le biais cognitif de l'approche à l'investissement sur des créations d'entreprises. Donc, c'est vrai, tu as raison. On va parler de cas concrets, si tu veux bien. Je voulais faire un petit exercice avec toi, quand avec les équipes d'Inter-Invest, on a parlé de toi et ils nous ont présenté. On m'a dit, tu vas voir, il est très technique, c'est un vrai expert, il connaît son métier. Donc, on va faire un petit cas client assez simple, hein, mais pour juste voir. Je viens de voir, j'ai hérité de 2 millions d'euros. Je suis un chef d'entreprise, je gagne correctement ma vie, j'ai une femme, 2 enfants. Donc, ça tourne, j'ai ma RP déjà, on va dire, j'ai ma petite situation. Mais j'ai tout d'un coup 2 millions d'euros qui arrivent net. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Mais déjà, il faut qu'on en discute, il faut qu'on regarde ce que tu as à côté, quels sont tes objectifs, quel est ton âge, quelle est ton aversion au risque. Moi, j'aime bien raisonner, donc là, on va parler uniquement de la partie financière, parce qu'après, tu me dis, donc là, dans ton exemple, je suis chef d'entreprise, donc moi, mon premier réflexe, c'est de regarder ta protection sociale, pas forcément tes 2 millions d'euros, même si ça peut être intéressant pour tout le monde dans un deuxième temps, mais est-ce que tu as un contrat de prévoyance ? Est-ce que tu as... quelle est ta TMI ? Quel est ton arbitrage rémunération dividende ? Quelle est la forme sociale de ta société, etc. Donc, bon, c'est pas ta question, mais moi, quand je t'ai parlé de mon approche chef d'entreprise, c'est là-dessus. Parce que, voilà. Après, les capitaux, c'est toujours très sympa, mais c'est pas forcément la première chose qu'on a regardée. Pour parler de tes 2 millions, moi, j'aime bien raisonner en 3 parties. On va dire un socle, le cœur et des satellites. Après, la répartition entre ces 3 parties, elle va dépendre de chacun. Ça peut être un tiers, ça peut être 2 tiers, ça peut être juste le cœur et le socle et pas le satellite. Donc là, on va raisonner là-dessus. Donc le socle, pour moi, c'est la base de ce qu'on doit garder. C'est là où on va prendre potentiellement le moins de risques. Donc les clients, il y a un truc qui marche assez bien. L'AMF, tu sais, nous, on a un risque de 1 à 7 pour les placements financiers. 1 étant le moins risqué sur le papier, même si ça s'appelle des SRI. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais on se base quand même là-dessus. C'est indicatif, c'est sur des volatilités passées. Donc, on va dire risque de 1 à 7. Donc, le socle, pour moi, c'est un risque de 1 à 2. Donc, ça peut être des fonds monétaires, du fonds en euros, des fonds pas très risqués, voire des produits structurés sur mesure avec des risques faibles, des capitaux garantis.
Donc, quelle poche on a loué là-dessus? Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit déterminer ensemble. Donc, ça peut être basé sur ton train de vie. Donc, on en parlait tout à l'heure. Je sais pas, moi, si tu me dis, je dépense 250 000 euros par an, par exemple, on peut se dire, écoute, ton socle, ça va être 250 000. Donc, tant qu'on n'a pas mis 250 000, donc bon, là, si tu as 2 millions, on va les mettre rapidement. Mais moi, ça peut être aussi des objectifs sur des clients qui n'ont pas encore de capital, de leur dire, voilà, on va construire ce socle-là. Donc, c'est pas ultra sexy, mais ça nous donne une base. Après, on peut investir. C'est en fait pour avoir un buffer de 1 année de vie. Ouais. Après, ça, tu peux le critiquer, tu peux dire que c'est de l'argent qui dort et tout, mais dans les faits, je me rends compte. C'est génial. Mais Une même sécurité. moi, après, ça, c'est aussi très critiquable. Mais moi, je dis aux clients, remplissez vos livrets, voilà. Alors, tu peux te faire battre par l'inflation, mais au moins, déjà, moi, il me casse pas les bonbons toutes les 2 secondes à me faire acheter 5 ou 10 000 balles. T'as à peu près un peu moins de 35 000 euros sur les livres. Quelle enveloppe sur ce socle? Ah bah, de toute façon, c'est simple, c'est 22 500 sur le livret A, 12 000 sur le LDD, donc ça te fait 34 500. Si t'es marié, tu doubles ça. Si t'as des enfants mineurs, tu peux faire un livret A. Donc, moi, je mets ça. Après, moi, j'ai des contrats d'assurance vie en France ou au luxe, où j'ai des placements que j'appelle, moi, trésorerie au prudent, qui sont dans ces risques-là, 1 ou 2. Après, encore une fois, on peut aussi faire des structurés sur mesure, ça m'est arrivé, sur des taux fixes ou des choses comme ça, avec des capitaux garantis, des coupons garantis. Donc ça, c'est ton socle. Ensuite, moi, le cœur, pour moi, le principal, c'est sur de l'assurance vie. Ouais. Donc là, c'est des mandats, moi, que je gère, avec des risques qui vont en gros de 3 à 5. Donc avec des ETF S&P 500, par exemple, et des fonds flexibles ou de performance absolue. Donc ça, c'est le gros de ma gestion financière. Après, on peut aussi mettre... Les structurés, on peut les mettre dans les 3 cases, cœur, socle ou satellite. Après, il y a d'autres produits, voilà, je ne vais pas y passer 15 minutes, mais dans des risques-là, on va dire des risques entre 3 et 5 sur le socle. Et après, ce que j'appelle le satellite, c'est ce que je fais notamment avec Interinvest que tu as cité, des risques donc 6 ou 7, ça peut être de la dette, du private equity, des cryptos. Tu fais des cryptos? Je fais des cryptos depuis longtemps. Alors, je fais des Breaking cryptos. news. Je m'intéresse. On a trouvé un CGP qui fait des cryptos. Je m'intéresse aux cryptos depuis des années parce qu'après, il y a ce que je fais en perso, ce dont je parle avec mes clients et ce que je peux commercialiser aux clients. Donc ça, c'est encore autre chose. Et la dernière partie, commercialiser des cryptos aux clients. Donc il y a le statut de PSAN pour les intermédiaires, etc. C'est encore différent. Donc moi, avec la compagnie des CGP, je suis intervenu auprès d'autres CGP avec Pierre-Yves Dittelot de l'EGT pour les former. Lui, Pierre-Yves continue à s'occuper de ça. Donc oui, c'est un domaine sur lequel j'ai une petite expertise. Mais après, honnêtement, c'est compliqué. C'est compliqué avec les clients. Donc voilà pour tes 2 millions. Et après, sachant que quand tu pars dans le satellite, là, on part sur de l'illiquidité, du long terme. Et donc le jeu, pour moi, c'est de pouvoir arbitrer entre ces poches-là. Après, il peut y avoir plein de choses, des forêts, du vin. Pas d'immobilier. Écoute, l'immobilier, j'ai tendance à l'exclure. D'accord. De ça. Et en général, quand des clients viennent te voir et qui te disent j'ai 1, 2, 5, 10 millions, ou d'autres sommes, bref. En général, l'IMO, ils l'ont fait de leur côté. Tu vois. Parce qu'après, l'IMO, c'est quoi, nous? On va leur proposer quoi? Des SCPI. Donc, j'en ai commercialisé il y a des années. Moins maintenant. Donc, c'est une classe d'actifs qui connaît une crise assez importante. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas y retourner, mais là, on a quand même été refroidi sur pas mal de choses. Après, si, il y a des fonds. Interinvest fait des fonds, Capital Immo. Il y a des fonds immobiliers. On peut en proposer. Il y a le Premier Gestion qui fait des très bons fonds aussi. Oui, si, il peut y avoir des fonds immobiliers, mais qui rentrent dans ce risque-là. Après, je t'ai donné les classes d'actifs principales. Donc, à voir avec le client, à voir avec ses besoins. S'il y a des besoins de revenus complémentaires, ça va t'orienter vers des choses différentes aussi. Ouais. Donc l'immobilier, par exemple, les loyers, il n'y a pas beaucoup de classes d'actifs qui peuvent te donner des revenus. Tu peux faire des rachats partiels sur des contrats. Mais en général, on détermine comme ça, on présente les produits. Moi, j'essaye d'investir aussi à titre perso dans la plupart ou la totalité des produits que je présente à mes clients. J'ai pas toujours, voire rarement leur surface financière, mais autant que faire se peut, on essaye de faire ça. Ouais, t'es comme ça, t'as du skin in the game. Tu peux leur parler de produits que tu connais. Ah oui, je vais jamais proposer un produit que tu connais pas que je ferai pas, même si. C'est bien ça, important. Ouais, c'est important, c'est même primordial. Après, encore une fois, je peux pas aller sur tout, quoi. Ouais. Surtout quand il y a des tickets à 100 000 ou quoi, je peux pas en faire 50. Mais oui, on y va et donc on présente. Après, une de mes forces, je pense, c'est que les clients savent que quand je leur parle de quelque chose, j'ai fait ma due diligence, j'ai fait mon analyse en amont et donc après on voit. Après, notre métier aussi, c'est de ressentir ce qui va faire briller les yeux du client. Moi, il m'est arrivé parfois de proposer des produits à des clients. Le client me dit go, mais je voyais qu'il comprenait pas ce que c'était ou que j'avais mal fait mon taf et je lui disais bon non, on va pas aller là-dessus, quoi. Je veux pas te mettre là-dessus.
On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Peut-être 2 questions complémentaires. C'est quoi, toi, tes challenges pour du coup les prochains mois, prochaines années pour Tildy Associés, c'est quoi les prochaines étapes? Me structurer correctement, pouvoir pas trop accepter de clients, parce que moi c'est un peu paradoxal, mais il faut que je puisse m'occuper de mes clients, il faut que je puisse m'occuper d'eux correctement, savoir ce que je ne veux plus faire. Ça aussi, tu en parlais par rapport à ce qui m'est arrivé récemment. Voilà, être à l'aise, parce qu'on est dans des métiers aussi où on a tendance à dire un peu oui à tout. Ouais. On est un métier assez protéiforme. Et donc me structurer, j'ai commencé avec Morgane, peut-être pourquoi pas d'autres recrutements ou évoluer là-dedans. Avoir des clients qui me ressemblent, des clients qui ont envie de travailler avec moi, où il y a une relation qui est à 50-50, voilà. Je suis conscient de ce qu'ils m'apportent, ils sont conscients de ce que je leur apporte. C'est pas juste, voilà, j'ai de l'argent, tu t'occupes de moi et tout, ça marche pas du tout, ça. Donc moi, mes challenges, c'est ça, oui. Et puis après, m'adapter à la réglementation, aux évolutions de ce métier, et pouvoir être antifragile, comme dit, on parlait de skin is the game, comme dit Nassim Taleb, et pouvoir m'adapter à tout ce qui va arriver. Voilà, si demain on n'a plus de rétrocession, si demain... voilà, pouvoir être vif, agile, réactif. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune toi, aujourd'hui, de 28, 29 ans, qui se lance, qui veut devenir CGP, qui devient CIF, et moi j'en ai rencontré quelques-uns justement récemment, des CGP assez jeunes qui démarrent et que je trouve assez extraordinaires. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? De venir bosser avec moi? Écoute, ouais, de trouver un mentor, de trouver quelqu'un en qui ils ont confiance, qui peut les aider. Moi, je me suis lancé seul. J'ai eu mon ami Harold qui m'a aidé. Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'était un mentor, mais il m'a bien aidé là-dessus. J'ai eu Jacques Boina pendant quelques temps, mais je ne peux pas non plus le qualifier de mentor. Moi, je trouve qu'il m'a manqué ça, ouais. Il m'a manqué. J'ai perdu beaucoup de temps, et je pense que même aujourd'hui, ça doit me peser. Je suis autodidacte sur tout ça, quoi. Même si aujourd'hui, je passe des dizaines d'heures à me former, à lire, etc. Et puis moi je vois aussi, alors après j'ai 2 filles qui sont assez jeunes, je pense déjà, je sais pas du tout si elles voudront faire ce métier ou pas, mais moi aussi j'ai envie de transmettre, j'ai envie de former, et je pense qu'il y a plein de gens dans mon cas qui ont envie d'aider des jeunes qui se lancent. Après tu peux te mettre à ton compte, hein, bien sûr. voilà, ou alors il faut que tu viennes de la banque, et il y en a plein qui le font, mais je pense que d'avoir des gens à qui parler, qui peuvent te faire gagner un temps fou, qui vont être bienveillants, attentionnés. Donc trouver quelqu'un, pas forcément s'associer capitalistiquement, c'est dur à dire, avec, mais et puis foncer, il faut prendre des risques, il faut avancer. Il y a que ceux qui font rien, encore une fois, à qui il arrive rien. Ça va bien se passer. Je pense que si tu es compétent, honnête, tu t'en sortiras. Et puis en plus à cet âge-là, entre 20 et 30 ans, en général on a du temps, de la volonté, donc il faut tout donner. Il faut y aller, un peu moins aller en boîte, un peu moins picoler, ce que j'ai trop fait moi. Et encore une fois, ça va bien se passer. J'aime beaucoup cet adage. Il y a que ceux qui font rien, qui n'arrivent rien. Donc, ça sera une belle phrase de fin. Charles, un grand merci. Merci à toi. Où est-ce qu'on te retrouve? C'est quoi le site de Till? Qu'est-ce qu'on peut laisser comme message pour ceux qui voudront peut-être entrer en contact avec toi? Alors, contact, je sais pas ce qui serait le plus simple. Alors, il faut justement, on en a pas parlé, mais c'est des choses qu'il faut que je développe aussi. Je suis sur LinkedIn. Enfin, je suis sur LinkedIn. J'ai un profil LinkedIn, donc Charles Ordinana. Après, je crois que ma boîte est pleine de messages, donc je les ai pas tous lus, mais on peut me contacter là-dessus. J'ai mon site internet que j'ai pas trop remis au goût du jour, qui correspond un peu moins à ce que je suis aujourd'hui, mais qui existe. Je pense qu'il y a des liens Calendly sur mon site internet. Je pense qu'on peut même prendre rendez-vous avec moi aussi pour une consulte sur LinkedIn. Mais sinon, un petit message LinkedIn ou sous cette vidéo que j'irai voir, j'irai lire les commentaires. Et puis peut-être demain d'autres formats. Là, on commence ensemble avec ce podcast. Mais oui, j'ai envie. Ça me plaît aussi de diffuser ça, d'échanger, de partager. Donc peut-être sur Instagram ou dans des podcasts ou sur YouTube dans les semaines ou les mois qui viennent. On mettra tout ça en biographie. Merci. Un grand merci Charles. Merci. À très bientôt. À bientôt.